Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en matinée scientifique ici à l'Institut de sciences commerciales, je pense que je n'ai pas oublié le nom, l'IEC Gombe, où il y a un panel de scientifiques éminents professeurs échangeant sur des questions de management principalement, mais à travers deux grandes problématiques, à savoir la lutte contre la Covid-19, quelle est l'implication et la participation du scientifique congolais, et surtout par rapport à la gouvernance des richesses, des ressources que regorge notre si grand pays, si beau pays. La raison pour laquelle le professeur Salman, docteur en management et recteur magnifique de l'université de Sokomat, reçoit ses hôtes pour échanger autour d'un panel. Nous disons un grand merci au professeur DG, responsable de l'IEC, le professeur Mapapa Bangala, qui reçoit aussi ses invités ici dans la bibliothèque de l'IEC. Qu'est-ce que nous sommes venus voir dans cette matinée? C'est vrai que vous nous suivez le soir. Les éminents chercheurs, scientifiques, professeurs d'université sont en train d'échanger et voir comment mixer l'approche management en tant que science transversale dans l'applicabilité de la gestion de notre société. Nous allons suivre le cours lancé par le professeur Dr Salman Oulouti et revenons après. Est-ce que vous avez entendu ça? Oh là là, il est question que vous n'aimez pas l'argent. Qui n'aime pas l'argent parmi vous? Qui aime l'argent? Non, pas tout le monde. Il y a quelqu'un là. Mon chef, tu ne payes pas la prime. Hein? Toi, qui n'aime pas l'argent? Qui aime l'argent? Voilà, en management, on dit moi, avec beaucoup de courage. Qui aime l'argent? Moi. Oh, c'est passé. Qui aime l'argent? Moi. Qui aime l'argent? Moi. Si vous dites moi, l'argent vous suit bien. Mais quand vous restez tranquille, vous allez dire mon père était pauvre, ma mère était pauvre, mon oncle était pauvre, moi aussi je veux mourir pauvre. Aujourd'hui, il n'y a pas honte à être pauvre, mais il y a honte à mourir pauvre. J'ai terminé. On va passer. L'intermède. Allez-y, chers collègues. Il y a celui qui va faire l'autopsie pour savoir qui réellement aime l'argent, qui n'aime pas. Est-ce qu'on vous a formé pour avoir l'argent que vous aimez? Est-ce qu'on vous a formé pour ça? Est-ce que vous n'êtes pas sous-utilisé? Est-ce que vous ne vous sous-utilisez pas vous-même? Parce que vous crevez là à chercher du boulot. Eh bien, en force de chercher le boulot, on use les talents et ceux qui travaillent, ils veulent un salaire. Alors je vais conclure par vous dire, quelle est la définition du salaire pour nous? Pour vous dire, en management, non. Qu'est-ce que les salaires? Consultez le petit Robert. Mais nous sommes en désaccord avec la définition du petit Robert. Ne vous dites pas vous qui? Moi, professeur Salman Oulouti, docteur, on m'a appris que quand vous êtes proclamé docteur, PhD, vous n'êtes pas un docteur de paille pour chercher un diplôme, mais vous êtes un docteur pour défendre votre titre de docteur. Créer l'argent, ces titres doivent vous payer, doivent vous nourrir. Comme la maman qui vend des arachides, elle se fait nourrir par ces arachides. Moi, j'ai investi plusieurs années pour devenir docteur. Je dois me faire payer pour mes connaissances. Et pour ça, j'invente des mots quand j'en ai envie. La différence, c'est que si vraiment c'est dans une autre langue, que vous ne comprenez pas, je mets ça entre guillemets. Alors c'est pourquoi nous avons inventé la définition de salaire. Vous qui cherchez des salaires, qui attendez des salaires, on vous dit, mon Dieu, à 45 ans,
Si vous continuez à attendre les salaires, votre vie est en danger. Alors la bonne définition de salaire, qui peut éventuellement donner? Les salaires, c'est un stage professionnel pour pérenniser la pauvreté. Le professeur Nsaman vient de lancer le go. Nous passons aux exposés des intervenants. Par exemple, là, le professeur Kabassele va nous faire comprendre la pertinence des réserves en matière naturelle. Et lui, il est spécialiste dans la télédétection, il est plus dans la géographie, il est plus dans l'hydrologie, il est plus dans les questions de climat, il est plus dans la détection des matières premières en revenus locatifs du Congo. Nous allons suivre le professeur Kabassele pour nous éclairer de la réalité telle que les tourbières, l'eau, par exemple, la base de banana d'ici 2100 pourrait disparaître parce que les eaux sont en train d'envahir la côte. Nous allons suivre le professeur Kabassele et après revenir. Ça chaîne de bouteilles et plastiques et vous savez, non, j'ai dit c'est le feu Congo ou c'est de la pollution. Regardez, qu'est-ce que nous faisons de notre eau? Et on commence à nous demander cette eau. Regardez les fonctions de l'eau. Qui profite de l'eau? Avons-nous l'eau potable? Nous avons beaucoup d'eau. Nous n'avons pas d'eau potable. Management, vous avez entendu le professeur qui dit ça c'est le problème d'air, ça c'est le problème d'air. Alors je vais essayer. Nous avons la professeur, s'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît, excusez-moi. Je vais peut-être vous embêter, mais je vais peut-être c'est pas m'embêter. Professeur, vous avez raconté. Vous avez cité les gamins. Le management, c'est comme un éléphant entouré de 20 affaires. Quand on demande aux 20 affaires de toucher l'éléphant, chacun touche l'éléphant quelque part. On demande de définir, chacun va définir l'éléphant en fonction de la place qu'il a. En fonction de la place qu'il a touché. En fonction de la place qu'il a touché. Alors lui, avec satellite, avec ses crédits, il voit presque l'ensemble. C'est comme Fayol qui regardait les entreprises comme on observe les poissons qui sont en train de nager à l'aquarium. Il voit les tout. C'est pourquoi quand il parle de management forêt, nous parlons de management forestier. Quand il parle de management port, nous parlons de management portier. Quand il parle de minerai, nous parlons de management minier. Quand il parle de tout, c'est pour dire que le management est une science transversale. Et lui est capable de voir tout ça. Et vous, quelle est votre partie de management? Que vous soyez, vous fassiez le marketing, que vous fassiez l'informatique, que vous fassiez la comptabilité, ce sont des outils du management. Alors, quand est-ce que vous allez tirer profit de ça? Devenir consultant pour être mieux payé qu'être tout simplement enseignant en train de briser des talons dans les auditoires. Professeur, vous allez aller encore, il vous reste quelques minutes, il faudra laisser la latitude aux autres de venir. Si vous pourrez, en quelques mots, nous dire, quand vous parlez de ma science, retenez au moins 4 ou 5 concepts. Premier concept, retenez professeur, la parole est là. Merci. Alors, la forêt constitue pour nous un écosystème vital. Et vous avez entendu parler de la tourbière. Ce qui est en blanc là, c'est la tourbière de votre nom de pays. Nous sommes un des rares pays au monde à en avoir. Et c'est l'île pour la RDC qui n'est pas encore exploitée. La pluviométrie,
Les temps maintenant d'établir les feux de forêt qui sont ingérables en RDC. Les temps maintenant d'établir les nids bandits et de son étiage qui est en train d'avancer. Les temps maintenant d'établir de chacun de notre bassin pour montrer sa richesse en cours d'eau selon la répartition, selon les ressources réparties équitablement sur la territoire de notre pays. Le temps maintenant de parler des îles qui est devant vous, de parler de l'embouchure du Congo. Ce que vous voyez là, c'est la quantité d'eau qui se verse dans l'océan. Au-dessus, c'est le fleuve mêlé à l'océan. Ça, c'est le fleuve seul. Et ça, c'est la contribution des Indici et des autres. Le Parlement départait de la disparition lente, mais possible, de la race des bananes. Il va disparaître d'ici 2100. On n'aura pas la race des Le Parlement départait des inondations, des transports des eaux boueuses, de l'érosion côtière des Rwanda, qui est devant vous, une érosion de 6 mètres par jour. L'océan avance de 6 mètres par jour et l'océan a gagné plus de 250 mètres en 50 ans. Il y a des gens qui ont des certificats d'enregistrement en Rwanda, mais ils vous montrent la parcelle que les parents lui ont laissée en plein océan. Les tremblements que vous parlez d'un phénomène calamiteux El Niño, El Niña, de la turbulence. Mais, je termine. On nous demande de l'eau. L'eau chez nous est à la surface. Et l'eau dans les lieux désertiques est à 2000-3000 mètres sous le désert. J'ai demandé plusieurs fois dans des conférences en Europe aux Tchadiens d'exiger d'avoir de la RDC que l'énergie et de perforer leur nappe. Ils ont beaucoup d'eau sur leur pied. Voilà ce que va être notre activité dans le monde des scientifiques, c'est d'éliminer notre environnement et savoir l'épargner et le protéger. Je vous remercie. Tout en suivant le professeur Dr Saman Oulouti, recteur magnifique de l'Université du Soukroumane, nous sommes ici à l'IECDB, dans la salle de la bibliothèque, en train d'échanger. Le professeur Kabasele a interpellé notre curiosité pour comprendre quel est le niveau d'acceptabilité de nos richesses en termes d'eau, en termes d'hydrographie, en termes des terres, en termes de gestion de terre. Et là, l'homme scientifique doit intégrer la notion de management dans la gestion équitable de nos ressources. Après cela, nous allons passer au professeur Émile Bongeli qui va nous démontrer comment mener des recherches. Avec lui, il nous parle de certains niveaux d'échange concernant les recherches, notamment quelles sont les recherches pertinentes et non pertinentes. Vous pouvez faire des trouvailles scientifiques, mais cette trouvaille n'est pas pertinente. C'est la raison pour laquelle nous allons suivre le professeur Bongeli pour nous éclairer. Et là, en main de maître, le professeur Saman, docteur en management, est en train d'orienter les débats. Il faut donc choisir un sujet pertinent, comme je venais de le dire. Vous voyez, si quelqu'un fait une recherche, par exemple, il découvre un produit qui, si on l'inocule à une poule, la poule saura danser. Ce serait une très grande découverte. Ou bien la poule va voir la nuit dans l'obscurité. Ce serait une grande découverte scientifique. Mais quelle est l'utilité que nous avons à avoir des poules qui dansent ou les poules qui voient la nuit? Donc c'est une recherche qui est une recherche pour la recherche inutile. Il nous faut donc choisir des sujets pertinents. Et lorsque le professeur, le recteur vous parle
n'est-ce pas, de ces filières de management qui, malgré votre formation de base, peuvent vous aider à être utile. Vous êtes comptable, mais vous pouvez être comptable, n'est-ce pas, spécialisé par exemple dans l'exploitation de ce que le professeur Kabasele vient de nous dire. Vous pouvez être comptable spécialisé dans quel domaine, manager spécialisé dans tel domaine. Et donc tout tourne autour de la pertinence, n'est-ce pas, du sujet. Pertinence du sujet. Professeur Palama, professeur Luceni, préparez-vous. Allons-y pour appuyer le professeur Bongeli. Merci beaucoup. Ensuite, quand vous avez choisi un sujet, essayez de voir ce qui a déjà été dit sur le sujet. Et parce que vous ne pouvez pas inventer une roue, si la roue existe déjà, vous n'avez qu'à passer à l'étape supérieure, n'est-ce pas, utiliser cette roue-là. Mais ici, j'attire votre attention, chercheurs de pays sous-développés, dominés, que toutes les théories doivent être suspectées. Tout ce que le blanc a écrit, je m'excuse beaucoup de dire le blanc, il m'arrive parfois d'être raciste. Tout ce que les occidentaux, les théories occidentales sur notre pays, tout est à remettre en question. Il faut tout suspecter. Toutes les théories de développement qu'on nous enseigne, on nous amène des gros livres. Il faut les remettre en question. C'est-à-dire les évaluer en fonction des intérêts de notre pays. Je suis ici, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes. Par exemple, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Une belle théorie, n'est-ce pas? Logique, etc. Mais quelles sont les conséquences de la théorie de Ricardo sur notre pays? C'est la destruction du monde paysan. Parce qu'on vous dit, si vous pouvez produire les riz plus cher que acheter en Asie, acheter les riz asiatiques et ne produisez pas les riz ici. Mais c'est une théorie qui a tué le monde paysan. Si nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de production, nos paysans viennent maintenant gonfler la ville. C'est à cause de cette théorie-là qui a été adoptée à un certain moment, de sorte qu'aujourd'hui, nous importons les riz que nous pouvons produire. Le professeur Kabasele a parlé du mauvais poisson auquel sont habitués nos enfants aujourd'hui, alors que nous avons du très bon poisson dans notre bassin aquatique. Et donc vous voyez qu'il faut remettre en question toutes ces théories-là. On vous dit par exemple, l'université est nécessaire pour le développement du pays. Prenez cette théorie-là, appliquez-la au Congo. Est-ce que l'université a apporté quelque chose au Congo? On a formé beaucoup de médecins, on est malade, on forme beaucoup d'agronomes, on importe la nourriture, on forme beaucoup de juristes, et c'est le domaine le plus pourri au pays. Les économistes, etc. Donc, nous devons, est-ce que l'université produit, n'est-ce pas? Et c'est là où bon, vous me direz que je fais la publicité. Est-ce que vous suivez? Oui. Vous suivez? Oui. Ah, vous savez. Alors, peut-être qu'on dira que je fais la publicité. C'est l'auto. Non, c'est l'autopsie. C'est comment? Mais comment voulez-vous continuer avec cette université? Et c'est là un sujet de recherche. Comment on nous dit que l'université apporte le développement? Oui, mais ça a apporté le développement ailleurs. Pourquoi pas chez nous? Et à partir de cette réflexion-là, vous pouvez savoir que nous avons besoin d'un autre type d'université. Notre système éducatif a échoué. Notre système éducatif est criminogène. J'aimerais que Mme Cécile, qui est avocate, puisse m'assister demain lorsque je serai au procès du système éducatif congolais. Depuis l'école coloniale, depuis la période coloniale et la période post-coloniale et l'époque où nous sommes, notre système éducatif est
Et c'est pourquoi, quand le professeur Mongeli dit beaucoup d'avocats, beaucoup de procès, beaucoup de magistrats, c'est le secteur le plus foutu, beaucoup de médecins, beaucoup de maladies, beaucoup d'ingénieurs, des rues défoncées, et je vous dis, tout cela vient du fait que notre système éducatif est criminogène. Il faudra donc, j'en ai parlé au professeur Mongeli, que nous puissions inventer un autre système éducatif. Je voudrais m'appuyer également sur le professeur Galilée, qui avait dit à l'époque que le système éducatif était une industrie d'aliénation des jeunes africains. Je pourrais en parler sur le moment venu, mais retenez que nous n'avons pas de système éducatif prometteur pour le moment. Mais si vous venez assister à certains efforts d'événements au Sépromal, vous comprendrez qu'il y a des sujets qui ont de l'ancrage sur terrain. Et que donc, ce sont des mémoires qui sont porteurs. Ce ne sont pas des travaux qui vous amènent à réfléchir à firmament. Mais ce sont des travaux qui sont vraiment ancrés dans notre condition de vie. L'autopsie, c'est-à-dire on est en train de s'autoflageller soi-même. Qui est acteur de l'éducation? Qui est acteur de l'éducation au Congo? Bon, le professeur veut dire que lui-même est le professeur Mongeli, qui est ingénieur dans le secteur, il dit bien l'université c'est une fabrique de vauriens. C'est n'est pas ça, l'université est une fabrique de vauriens. Alors, c'est quoi il dit? Non. Cela veut dire que lui n'a pas transmis les connaissances comme il faut. Vous voyez, je me suis moi en fond avec ces deux thèses. Pourquoi? La première des choses, le professeur Mongeli est ici, c'est un saint politicien. Or, l'éducation est fonction des politiques adoptées par un pays. Et dans les politiques adoptées par les pays, vous avez trois acteurs de l'éducation. C'est les parents, c'est l'élève, c'est les formateurs. Tous les trois sont gérés par la politique. Est-ce qu'on va dire qu'au Congo, il n'y a pas de politiciens véreux pour pouvoir adopter les bonnes politiques? Je voudrais signifier à mes collègues ici présents que depuis 2015, il existe une stratégie globale de l'éducation au Congo. Une stratégie globale qui a fait les diagnostics de tous ces mots dont on est en train de dénoncer. Et qui a prévu un ensemble d'instruments, un ensemble d'outils nécessaires. Je vais dans mon là. J'étais parmi ceux-là qui l'ont élaboré. Mais depuis lors, cette stratégie n'a jamais été appliquée. Je rappelle à Léné Mongeli qu'en 2015-2016, vous étiez encore au gouvernement. Vous avez déjà parti. Voilà. Mais depuis lors, ces stratégies sont deux. Et il y a eu des stratégies sectorielles après la stratégie globale. Il y a une stratégie sectorielle pour l'école primaire et secondaire. Il y a une stratégie sectorielle pour l'enseignement technique et professionnel. Il y a une stratégie sectorielle pour l'enseignement supérieur et universitaire. Pour redresser tous les mots qu'ils sont dans le fait. Mais malheureusement, c'est les politiciens congolais. Est-ce que vous avez entendu? Je voudrais dire, il ne faut pas incriminer outre mesure le
l'enseignement dans notre pays est réellement hétérogène parce qu'il ne donne pas suffisamment de temps à la pratique. Il ne donne pas suffisamment de temps aux travaux pratiques, aux stages. Vous pouvez faire une licence pendant 5 ans, vous n'avez su qu'un mois ou 1 mois et demi de stage. Voilà pourquoi ce système-là, on peut clarifier. Mais seulement, il faut également regarder la grosse part de responsabilité du politique congolais. Pour côté, un étudiant et professeur regarde s'il a bien répondu à la question par rapport à ce qu'il a en tête. C'est la même chose. Les professeurs pour enseigner doivent adapter sa matière par rapport au programme. Et qui est d'abord le programme que les professeurs suivent à l'université? C'est qui? Et j'allais rappeler à tous les orateurs, tous les intervenants, que le professeur Kongoli pose un diagnostic. Si l'on dit que l'université congolaise forme des cerveaux inutiles, c'est un diagnostic, à mon avis, qui est vrai. Parce que regardez le nombre de diplômés et regardez le nombre de ceux qui travaillent. On se rend que l'université produit des cerveaux inutiles. Ils sont nombreux de diplômés, mais combien travaillent? Il y a rien de rentabiliser ces universités qui terminent. Et il faut ici situer l'éducation dans ce que nous appelons politique publique. L'éducation, c'est une politique publique dont l'acteur principal est le gouvernement. Et pour notre pays, quand les collègues parlent de secteur, ça oui, mais qui est d'abord? Quand on est dans ce pays, de qui est constitué cette secret? Est-ce que nous, professeurs, on nous a été associés pour lui proposer nous des programmes? Non, on nous impose. Il y a une catégorie d'acteurs qui impose les programmes, alors que les continués que nous ne sommes pas associés. Donc les confections des programmes à RDC, parce qu'il s'agit des résultats, il faut réformer les systèmes éducatifs congolais. Nous qui les disons, nous sommes acteurs, nous sommes professeurs, nous sentons les équipes, mais on adopte une approche participative. Réformons les systèmes. Moi, seulement une petite certaine. Tous les mots que nous connaissons aujourd'hui se résument par le manque de fonds. C'est-à-dire que l'État a payé le financement de l'enseignement universitaire. C'est financier. C'est ça. Comment c'est-il arrivé? C'est parce que l'État a été acquis par le programme d'ajustement structurel. Je suis parmi les plus gros bénéficiaires du système congolais. J'ai étudié à l'université de Fagnon. J'étais boursier. Je suis allé aux États-Unis, les Américains m'ont donné une bourse. J'avais encore les compléments du gouvernement congolais. Puis j'étais assistant. Je suis rentré ici. Je suis parti en Belgique. J'ai étudié avec la bourse du gouvernement congolais et le gouvernement belge. Donc il y avait des fonds. Maintenant, l'État n'a pas de moyens. Alors je ne peux pas plus loin. Nous sommes dans le management. C'est très important. J'ai étudié dans la même université qui a gagné ces programmes. C'est un petit frère. Quand moi j'ai terminé, il m'a remplacé. En Syracuse, l'université. Avant donc que j'aille à l'Ukraine, j'ai fait le Syracuse l'université dans l'école de management, School of Management. Alors, comme l'État n'a pas de fonds, c'est-à-dire que les institutions supérieures, les institutions universitaires du Congo doivent se transformer en véritables investisseurs. Parce qu'une université peut être du Tchad, peut être pauvre, celle du Congo, jamais. Nous avons des millions de gars qui sont sous-exploités.
nous avons des fleurs, nous avons des lacs, ainsi de suite. Mais l'université est restée comme le système paternaliste belge. Très bien, vous avez entendu ça? Il faut transformer. Je suis arrivé à l'université de Sagani, ils n'ont pas d'argent. J'ai dit au recteur, mais vous avez la grande forêt. Voilà. Combien de gars avez-vous comme problème ça? Bon, nous n'avons rien. Mais les petits arabes arrivent au Congo avec 5 000 $. Après 5 ans, il a 50 millions. Ils viennent squatter son coin ici, à Sagani. Et nous n'avons rien. Donc, on doit transformer le système d'une université donc qui a l'argent de l'État à une université donc de performance. Performance pour former, performance donc pour sur le terrain investir. L'IEC, une chasse. Il n'a même pas une parcelle pour propriétaire. Mais c'est très dangereux. Donc, le système de gestion des universités et des instituts supérieurs, il doit aussi devenir des investisseurs. Parce qu'on parle ici de la recherche. Qui doit financer la recherche? Mais l'université doit financer. Mais où doit venir l'argent? Mais l'université doit investir, avoir son argent et lancer donc là la recherche. Notre médiocrité n'est pas que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas? Nous maîtrisons tous les savoirs que nous avons appris. Mais nous n'arrivons pas à nous dépasser, à nous autocritiquer, à nous autoflageller pour savoir que bon, j'ai étudié, j'ai fait ça, j'ai enseigné ceci. Mais que deviennent mes produits? Que font-ils pour le pays? Et là, c'est là où commence notre médiocrité. Et on vient de parler ici de la conscience. Comme d'habitude, partout où je passe, on me dit toujours, vous étiez en politique. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous informe qu'on ne change pas un système en occupant un poste ministériel. Il y a un système. Et le système ne peut être changé que par une conscience collective. Même si nous avons un ministre qui voit clair et qui impose, tout le monde va s'opposer. Et à commencer par nous les profs. Parce que ça va nous demander de changer notre lapis, de changer notre façon d'enseigner, de changer ceci. Et cet effort-là, nous ne voulons pas nous l'appliquer. C'est là que le professeur va acquérir. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'exemple que je vous ai donné là, qui a fait l'objet de toutes ces discussions, c'est ce que j'appelle la contre-recherche. La contre-recherche, c'est quoi? C'est vous moquer de tout ce qu'on vous a appris et commencer à tout évaluer par rapport à votre situation. Table rase ne signifie pas tout, parce qu'on échange qu'à partir de ce qui existe. N'est-ce pas? C'est ce que le vieux venait de le dire tout de suite, n'est-ce pas? On échange que ce qui existe. Mais contestons d'abord ce qui existe pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là où, n'est-ce pas, je félicite. Enfin, je suis en train de regarder ce qui se passe au Saint-Thomas, où on veut enseigner, on veut donner, n'est-ce pas, aux doctorants, l'opportunité de faire une thèse qui soit pertinente, une thèse qui puisse aboutir à un projet qui va être utile, et pour l'intéressé, et pour la communauté. Alors, comme on a déjà pris beaucoup de temps avec les débats ici, n'est-ce pas, je pense que je peux clôturer par là. Je vous remercie. Nous sommes ici en matinée scientifique à l'IEC Gombe, où le recteur magnifique, le professeur Saman Oulout, avec les diplômates et un panel de professeurs sont en train d'échanger sur la contribution des scientifiques congolais à travers la lutte contre la Covid-19, à travers la prise en charge responsable de ces ressources. Et là, nous allons rentrer pour voir ce qui se passe. Les
le chef doit pouvoir. L'IEC doit être propre. L'IEC doit être discipliné. L'IEC doit atteindre le nombre de 50 millions dans 5 ans. Ça, c'est le vœu, c'est une vision. Mais la question qu'il a posée, ce n'est pas facile. C'est qu'il a insisté sur quoi? Sur le processus. Et en management, on dit, la procédure est aussi importante que la finalité. Ce qui tue notre pays, c'est que tout le monde a une vision. Objectif 80, 5 chantiers, ceci, c'est là, ainsi de suite. Mais où est la procédure pour pouvoir atteindre ça, y arriver? C'est ça le management. Comment y arriver? Tout le monde dit je vais planifier, mais le management dit comment planifier. Parce que planifier à l'IEC n'égale pas planifier à l'hôpital général. Management. Merci bien. Donc, si vous voyez bien les Américains nous disent quoi? Que le management se veut un processus dynamique et créateur. Voilà pourquoi on dit trésor. Le mot trésor là, les magnifiques héritiers n'a pas connu comme ça pour connaître. Management est un processus dynamique et créateur. Pourquoi? Qui consiste à quoi? Instaurer, si vous regardez bien là, maintenir un environnement propre, par exemple, dans lequel nous fonctionnons. Donc, nous devons atteindre nos objectifs. En bref, nous pouvons dire que le management est l'art de diriger. Ça, c'est ce qui est connu de tout le monde. L'art de diriger. Diriger quoi? Diriger une équipe. Mais il y a aussi votre famille. Puisque de temps en temps, on oublie que la première entreprise, c'est la famille. Nous avons l'habitude d'oublier ça. On croit à une entreprise formellement créée, ayant un statut, ayant un règlement, ayant des documents. Mais on oublie que la famille est la première entreprise. Or, l'entreprise est composée de quoi? Des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources logistiques, et ainsi de suite. Et la famille est composée aussi de quoi? La famille est composée de quoi? Ou de qui? Maman, papa, les enfants, mais vous avez la maison. Vous, les mamans, vous avez les ustensiles. Vous, les mamans, vous avez les lits à pouvoir les... Donc, tout cela sont des matériels qui font partie de la famille et qui doivent être mis en ordre. Et l'entreprise, tout doit être en ordre. Si déjà à partir de la famille, vous n'arrivez pas à mettre l'ordre dans votre famille, ne croyez pas que ça sera facile pour mettre l'ordre dans une entreprise. C'est là, avec des caractéristiques et des consonnes, des leaders a une vision. Des leaders peut ne pas être des managers. Des leaders, il a une vision généralement positive pour la coopération, pour la société, pour son équipe, qu'il conduit avec maîtrise. Mais il peut ne pas être des managers. Mais qui n'a pas de connaissances scientifiques. Mais pas nécessairement. Mais les managers, c'est celui-là qui est opérationnel. Il est opérationnel. Il peut aussi avoir une vision. Il peut avoir une vision. Il est opérationnel. Il transforme, comme l'héritier disait ici, les chefs qui objectif 80. Mais ici, là, comment faire? On peut dire objectif 80, non reste. Mais croisé, ça sera croisé. L'opérationnel, c'est celui-là qui traduit la vision en acte des managers pour que pas à pas, dans ce cheminement dynamique, atteindre l'objectif. Il va s'improviser arbitre. Vous verrez, petit enfant, il va s'improviser capitaine. Qui l'a choisi? Personne. Donc il a cette caractéristique-là d'être inné en lui, d'être leader. Mais il n'est pas manager. Vous verrez, un
qui peut être choisi par la population comme porte-parole. C'est là il parle très bien, il doit nous représenter, mais il n'est pas manager. C'est là des caractéristiques de représentativité. Je ne sais pas si c'est un peu idéaliste à mon avis, parce que ma question c'est celle-ci. Est-ce qu'un manager qui écoute, qui fait tout ce qu'on dit là, mais qui est capable de produire des résultats, est-ce un bon manager quand même? Ou le manager devrait être évalué par rapport à sa capacité de produire des résultats concrets de la bonne manière? Sinon, on risque de confondre et la science et la morale. C'est pour innover l'entreprise. Si on vous prend, c'est pour transformer l'entreprise. Si on vous prend, c'est pour changer l'entreprise et atteindre les objectifs donnés. Donc, le manager, quel que soit, qu'il soit bon, qu'il soit comme on le dit, on l'a dit, il est à l'écoute, il travaille, il décentralise. Mais pourquoi on doit décentraliser? Pour que chacun donne le meilleur de soi-même afin d'atteindre les résultats escomptés. N'est-ce pas? Un manager doit décentraliser le travail selon les capacités des uns et des autres. Les écouter, les coordonner pour atteindre les résultats. Donc tu n'es pas bon, c'est pas pour t'asseoir là-bas, il vient le matin, tu l'écoutes, et puis il parle, tu lui donnes une carotte et ça va. Non, tu es bon pour redresser, écouter les uns et les autres, mettre ensemble pour tirer profit, tirer une stratégie afin de conduire l'entreprise et aller de l'avant. C'est ça les managers. Toutes les personnes que vous voyez même dans le territoire sont capables de concevoir, ils ont des capacités techniques et ainsi de suite. Mais comment est-ce que la majorité de la population, en face d'une situation dans laquelle la COVID-19, les universités ne sont pas capables d'apporter une solution claire et concrète, malgré toutes ces compétences conceptuelles et ainsi de suite. Collègues, immédiatement, il y a eu NISA qui a mis à la disposition 3 produits. Il y a eu la faculté polytechnique de l'UNIKIN qui a mis à la disposition 2 produits. Donc, il y a eu une conception. Devant une problématique, on prend le temps pour étudier la problématique et amener des solutions. Maintenant, les problèmes chez nous, c'est lesquels? Je crois que les profs vont venir de dire les recherches. Nous, les professeurs, comme nous sommes là, on a de l'intelligence. Mais du point de vue matériel, la plupart ne nous considèrent pas, puisque le professeur n'est pas riche. Il y a le président ivoirien, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Si tu veux devenir riche, ne faut pas faire le métier d'un professeur. Si tu veux devenir riche, ne faut pas faire le métier d'un journaliste. Si tu veux devenir riche, ne faut pas faire le métier d'un politicien. Ça, c'est un président qui parle. Alors, maintenant, nous voulons transformer cela. Pourquoi on se doit vivre pauvre? C'est ça le management. Voilà. Vous avez entendu de quoi les professeurs doivent vivre. Nous devons savoir quels sont les soins d'un professeur. Comment nous, scientifiques universitaires, pouvons-nous contribuer à la lutte contre les catastrophes naturelles pour prévenir les cas d'inondation ou des érosions de terre? C'est là où le rôle du scientifique est primordial. Parce que c'est lui qui vous désigne, voici les terrains urbanisables, voici les terrains urbanisables à moins de coût, et voici les terrains urbanisables avec un coût élevé, mais où vous pouvez urbaniser, et voici les terrains qui ne sont pas urbanisables. Donc, 3 types de terrains où on peut placer les établissements urbanisables facilement, urbanisables avec un faible coût et urbanisables avec un coût mais élevé. En dehors de ces zones-là, il y a des zones qu'on considère comme non urbanisables.
appelées méthodes non édificantes. Alors, le travail du scientifique à l'urbanisme se fait en considérant non seulement le terrain sur lequel on va poser les édifices, mais on travaille sur les valeurs des pentes. Lorsque vous avez un terrain où les valeurs de pente sont inférieures à 2%, il est considéré comme un terrain inondable. Il ne peut pas être intéressant. Vous avez la preuve, regardez une bonne partie de Lébanon, regardez le quartier, comment on appelle du côté de Kiribaba, il y a un nom, Ndamou, et regardez les problèmes. Parce qu'ils ont posé les constructions dans ce qu'on appelle le lit majeur de la rivière. Et lorsqu'il y a des inondations, étant donné qu'ils sont en aval, toutes les eaux qui arrivent à cet espace débordent et il reste pour une bonne partie de l'année dans le sous avec des moustiques, des plantes aquatiques et tout ça. Si on avait prévenu, ce sont des zones non édificantes parce qu'ils sont valeurs de pente inférieures. Lorsque les valeurs de pente sont supérieures à 15%, on considère que c'est des terrains en pente. Ce sont des terrains érodables. Ils sont non édifiants. Lorsqu'on les a déjà écartés, pour répondre à la question du lecteur, on vient, c'est ça les normes dont je parle. On vient vous poser, vous dites, vous voulez installer votre cimetière sur ce terrain-là, mais voici la valeur des pentes. Vous voyez quelques cimetières dont je parle là, voici la valeur des pentes. Ce sont des terrains urbanisables à coût élevé. Ils ont investi l'argent, ils ont colonisé les pentes, ils ont fait des blocs, ils peuvent urbaniser. Mais est-ce que c'est approprié pour un cimetière? C'est ça la question. Est-ce que c'est un terrain approprié pour un cimetière étant donné la valeur des pentes? C'est ça la réflexion. Maintenant, parmi les terrains qui sont considérés comme urbanisables, et c'est ça qui intéresse les managers, il va choisir ce terrain. Il dit, bon, je considère qu'il est urbanisable, mais pour que je ne dépense pas plus, il va prendre un terrain urbanisable au moins. Voilà, très chers téléspectateurs, la journée a vécu, la matinée scientifique a vécu avec le professeur Nsaman, docteur en management, professeur émérite, recteur magnifique de l'université du SEPROMAT. Une matinée scientifique avec des ténors, avec des scientifiques de renom, des professeurs d'université qui ont échangé sur la contribution du scientifique dans la lutte contre la Covid-19 ainsi que l'amélioration et la prise en charge des richesses naturelles en République démocratique du Congo. Vous avez suivi, le management est une science transversale qui peut être appliquée dans divers domaines de vie pour améliorer. Parce que le manager n'est pas là pour commander de l'emploi, mais créer. Le manager est un homme solution. Le manager est celui qui montre la voie. Un leadership sans management est une gouvernance sans vision. Merci de nous avoir suivis et restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.